Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief de cette fin de week-end du côté d'Ostersund. On parlera du sprint masculin, on parlera également des deux poursuites féminines et masculines, avec encore une bonne nouvelle sur la poursuite féminine. On va revenir sur tout ça. Alors, j'ai pas eu le temps de faire le débrief du sprint hier. Voilà, j'avais quelques petites choses à faire en fait, donc j'ai fait la voile au lieu de faire le biathlon. Mais là, on peut donc tout voir sur cette fin de compétition du côté d'Ostersund ce soir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. TikTok, le débrief des compétitions en direct, juste après l'arrivée des compétitions de biathlon, notamment. Et puis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas quand vous vous abonnez à la chaîne à rajouter la petite cloche. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec cette course qui a été, ce sprint qui a été assez intéressant dans des conditions où vraiment les températures ont énormément diminué du côté de Östersund. Il faisait aux alentours de -15 pour les sprints, donc c'était vraiment extrêmement frais. Pareil pour cette journée de dimanche avec les poursuites, donc vraiment des conditions extrêmement fraîches qui changent, ça rend la course beaucoup plus difficile. Et malgré tout, une situation au tir où il y avait assez peu de vent. Donc, c'est-à-dire que faire un 10 sur 10 était réalisable facilement, on va dire, avec le fait qu'il y avait peu de vent. Sauf qu'avec le froid, eh bien, on a un peu moins de sensibilité au niveau des doigts. Donc ça devient très compliqué. C'est souvent difficile. En fait, le froid, on arrive bien à protéger au niveau du corps. Mais par contre, la tête et surtout les mains. Les mains, c'est atroce. Pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de vélo dans un temps extrêmement froid, je peux vous dire que vous perdez très vite la sensibilité au niveau des doigts. Et j'en ai fait quelques fois dans le froid. Et je peux vous dire que c'est... Moi, j'avais trouvé une solution. C'est de mettre des gants chirurgicaux, enfin des gants en plastique là. Ça me protégeait bien du froid. Mais en termes de sensibilité, par contre, tu perdais un peu de sensibilité au niveau des doigts. Donc il y a les gants chauffants aussi maintenant, mais c'est très pénible dans ces conditions-là. Et vous avez les moufles qui se transforment en gants. Et bon, c'est des conditions qui sont difficiles. Et à ce petit jeu-là, eh bien encore la victoire d'un Allemand, Philipp Navrat. Les Allemands, ils ont trouvé quelque chose au niveau de la glisse. On l'a vu à Östersund, dans ces conditions-là très fraîches, ils ont eu des très bons temps de ski, que ça soit chez les garçons ou chez les filles. Plus les températures ont baissé, plus leur temps de ski était bon. Et plus la glisse semblait bonne. On l'a vu notamment chez les filles avec Francesca Preuss. Donc là, c'est vrai que c'est ce qu'on a vu également avec Navrat sur cette poursuite, un bon temps de ski, puis surtout un sans faute. Donc derrière, après, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'il avait un bon temps de ski, parce que quand les 20 secondes à Tariebeu, surtout sur le sprint, parce que c'est vrai que maintenant Tariebeu, c'est peut-être un peu plus concentré sur le sprint que sur d'autres disciplines. C'est vraiment une discipline où il est bon. Tariebeu, on sent qu'il s'est presque spécialisé sur le sprint. Et Navrat, oui, il a été costaud parce que c'est pas. Alors, il était bon sur les skis, déjà sur les jours précédents, mais il faisait des erreurs au tir. Là, la différence, c'est qu'il n'a pas fait d'erreur au tir. Donc, et comme il était encore bon sur les skis, ça s'est plutôt bien passé pour Philipp Navrat, donc avec un sans faute devant Tariebeu. Tariebeu qui s'en sort mieux que son frère, Johannes, avec là également un sans faute. Je trouve par contre, ça m'a marqué sur le sprint, ça m'a encore plus choqué sur la poursuite. Il met beaucoup de temps à tirer. J'ai pas vérifié même sur le temps de tir combien il était. Sur le range time, donc le temps, on va dire, d'installation et de sortie du pas de tir. Il est assez loin. Hein. Pour un mec qui a fait Tarier, il est 34e. Donc il perd par rapport à Simon Eder et par rapport à Navrat, il perd 10 secondes sur cette phase-là pendant ce sprint. Ça m'a vraiment marqué et ça doit être vraiment sur le passage au tir où il est peu rapide. Tarier. Tariebeu, oui, il est 53e au niveau du temps de tir. Que du tir, vraiment, quand on ne prend pas en compte l'installation et la sortie du pas de tir, il perd vraiment un temps énorme dans cette portion-là.
Oui, ça serait un petit truc à corriger parce qu'il a vraiment un tir très lent. Que ça soit alors sur la poursuite, c'est encore pire. On vérifiera du côté de la poursuite, mais alors sur le ski, ça va, mais au niveau du temps de tir, c'est vrai que ça aurait pu être un peu mieux. Donc deuxième Tarjei Bø. Troisième, un petit nouveau également du côté de la Norvège. On a Annekliv. Annekleiv. On sait toujours pas vraiment comment on doit le prononcer, hein, parce que Anne-Sophie Bernardis, il y a 2 jours, elle disait Annekliv. Et là maintenant, c'est de nouveau Annekliv. Annekleiv. Un truc comme ça. C'est compliqué à savoir. Mais du côté de Sorum, sans faute. Sans faute, et c'est bien pour un jeune concurrent comme ça, enfin pour un jeune concurrent, pour un concurrent qui est pas encore installé en équipe de Norvège, de réussir cette performance-là. En plus, il est pas très loin de Tarjei Bø, donc c'est vraiment plutôt bon. Et puis quatrième, Sébastien Samuelsson avec 2 fautes, mais alors un temps de ski phénoménal pour Samuelsson. On reviendra sur les temps de ski juste après là, du côté de la vidéo. Johannes Dalle Svedal qui finit 5e. Stromsheim sans faute 6e. Pas un excellent temps de ski par contre. Et puis Fabien Claude 9 sur 10. Très bien, 7e. Les sensations étaient plutôt bonnes. Il a fait une course solide, donc vraiment très très bien du côté de Fabien Claude. On voit aussi que les performances se sont déroulées entre le dossard 30 de Samuelsson et le dossard 63 de Sorum. Hein. Parce que Christiansen est le premier avec un dossard en dessous du 15, donc on voit que c'est plutôt des dossards, je dirais, de deuxième tiers de course qui ont bien performé. Christiansen, il a du mal sur le temps de ski, alors c'est pas le pire. Sturla Lagrid est encore plus en difficulté. Benedikt Doll, c'est pas mal, mais il est presque dans l'ombre de ses petits copains du côté de l'équipe d'Allemagne, parce que là il fait 10e, mais c'est vrai qu'il n'est pas parfait au tir pour le moment. C'est un peu comme les Français, il y a toujours une petite erreur qui traînasse du côté de Benedikt Doll, donc c'est dommage, parce que c'est presque la tête d'affiche. Pour l'instant, la tête d'affiche, on a du mal à la voir, parce qu'on a vu Roman Ries, on a vu Philippe Navrat. Par contre, Benedikt Doll, un petit peu plus en difficulté. Puis 11e Pontiloma. 13e Didier Bonnat, c'est dommage son temps de ski. Comme Sébastien Stalder, qui avait perdu au moins 25-30 secondes sur le premier tour, il a perdu beaucoup de temps sur le premier tour. Giacomel qui n'arrive toujours pas à faire des sans fautes sur le coucher comme il arrivait à le faire les années précédentes. Et puis Quentin Fillon-Maillet de faute 16e, mais un bon temps de ski quand même pour Quentin, parce qu'il n'est pas très loin de Giacomel, qui est à 2 fautes. Donc vraiment un temps de ski intéressant. En plus, il partait avec un dossard dans les premiers dossards, donc vraiment pas mal. Du côté de Quentin Fillon-Maillet, comme Antonin Guigonat. Alors Antonin Guigonat qui s'est fait des amis du côté de l'IBU, parce qu'on rappelle qu'il y avait eu son petit coup de colère après l'individuel où il y avait un bénévole qui l'avait sorti de son tir en lui ramenant un chargeur alors qu'il n'avait pas besoin de chargeur. Et là, c'était ses skis qui étaient sur le tapis d'à côté. Donc ça, on considère que voilà, les skis, chaque concurrent a un tapis, enfin chaque pas de tir a un tapis, et il faut rester dans le tapis. Il ne faut pas sortir du tapis, sinon si on gêne le concurrent d'à côté, on peut avoir des pénalités ou des disqualifications. Et puis la mauvaise nouvelle, c'est Johannes Bø. Début de saison compliqué pour Johannes, avec 3 fautes, seulement 17 sur 20, 18e, en plus pas un énorme temps de ski. Pas un énorme temps de ski, c'est-à-dire qu'il a fait parfois mieux, largement mieux Johannes Bø. Est-ce que c'est la fin des farces fluorées qu'il a du mal à encaisser ? Peut-être que ça modifie un petit peu sa technique sur les skis. Ou est-ce que c'est un début de saison un peu compliqué parce que un peu moins d'entraînement tout simplement cet été, ce qui serait tout à fait compréhensible de la part de Johannes Bø, parce que il faut bien le dire, Johannes Bø, ça fait quand même depuis quelques années qu'il est sur le circuit, ça fait quand même depuis quelques années qu'il est performant sur le circuit. Au bout d'un moment, il y a une sorte de fatigue, de lassitude. Il a vu Martin Fourcade, par exemple, arriver à ce niveau-là, un petit peu de fatigue. Et il s'est dit, moi, mon objectif, c'est pas 2023-2024, mon objectif, c'est 2025-2026, avec en point d'orgue les Jeux Olympiques, qui sont hyper importants dans ce nouveau cycle. On sait très bien qu'il faut déjà être performant l'année d'avant, les Jeux Olympiques. Par contre, 2 ans avant,
pas forcément d'intérêt. Et je pense que Johannes Beu a décidé de faire peut-être un peu moins d'entraînement cet été pour garder déjà peut-être un petit peu de fraîcheur physique. Peut-être qu'il a réparé également des petites blessures à droite à gauche et surtout la fatigue mentale. Parce que le travail à l'entraînement en biathlon, ça demande une vraie concentration de tous les instants, un vrai engagement mental. Et qu'au bout d'un moment, ça crée de la fatigue. Et je pense qu'il a peut-être voulu éviter ça. Sur la grid, seulement une faute, mais alors 20e. Oui, le temps de ski est très compliqué. Du côté des Français, Éric Perrault, 22e avec 2 fautes, une 43-3 de retard. Félix Leitner, sans faute, mais seulement 26e là encore sur le temps de ski, c'est pas exceptionnel. Florent Claude, Thierry Langer, eux finissent 28-29, c'est plutôt bien du côté des deux Belges avec une seule erreur. Et puis on redescend un petit peu dans le classement avec notre dernier Français qui ne s'est pas qualifié pour la poursuite. C'était Émilien Claude qui finit loin. Émilien, je retrouve même plus Émilien Claude, mais il était malade tout simplement. Donc ça a été compliqué pour lui. Oui, j'ai perdu Émilien Claude, dis donc. Il n'était pas qualifié, il était pour moi aux alentours de la 60e place. Voilà, 64e Émilien Claude avec 3 fautes et puis en plus un peu de fatigue physique parce qu'on voit qu'il finit à 3 minutes. Donc sur un sprint, 3 fautes, c'est à peu près 1 minute 10, on va dire. Donc là, il y a quand même 2 minutes 50, rien que sur le temps de ski. Donc voilà, un petit peu fatigué, un petit peu malade Émilien Claude. C'est déjà pour ça qu'il n'avait pas fait le relais. Si on regarde les course time, le temps de course, donc c'est Samuelsson qui avait le meilleur temps de ski et largement sur ce sprint avec 20 secondes d'avance sur Navrat. Dalleux, 25 secondes. Johannes Beu seulement 5e, donc derrière son frère par exemple, juste devant Christiansen. Fabien Claude, meilleur temps du côté des Français sur les skis à 22-40. Il aime bien les formats courts. Fabien Claude, c'est avec le sprint, ça lui convient bien. Quentin Fillon-Maillet 9e, juste derrière, donc on sent que les jambes ne sont pas mauvaises. Ça progresse. Du côté du tir couché, il y a encore des petits soucis. Et puis du côté des autres Français, Emilien Jacquelin, 15e temps de ski. Éric Perrault, 20e temps de ski, ce qui est pas mal. Antonin Guigona, 25e temps de ski. Ça progresse aussi du côté de la forme. C'est devant par exemple un Stuart Lalagride et c'est devant un Florent Claude par exemple. C'est devant aussi un Roman Ries qui était seulement 38e temps de ski. Simon Eder 44e temps de ski. Et puis donc Émilien Claude. Claude, que je retrouve, ça finit loin. Émilien Claude. C'est dans les derniers temps de ski, je crois. Que je le retrouve et je ne le retrouverai pas. Tout simplement. France. Alors, c'est pas simple du côté du site de l'IBE, du côté du data center. Émilien Claude, 50e temps de ski. Voilà. Donc on voit qu'il y a eu des pénalités, mais aussi un temps de ski qui n'était pas exceptionnel du côté d'Émilien Claude, parce que normalement il est capable de faire quand même un peu mieux que ça sur le temps de ski. Donc voilà, un petit peu de fatigue physique pour lui. On passe tout de suite à la poursuite, 10 km poursuite qui était importante, avec une luge en mono qui était en tête au départ, et une luge en mono qui a été ultra solide sur cette course à 4 tirs. Il faut que je remonte un petit peu. C'est dommage de remonter parce qu'en fait c'est un autre onglet qui a luge en mono a été parfaite parce que la course n'était pas simple. Les Allemandes avaient des meilleurs skis. Je pense que physiquement aussi elle était peut-être une chouille moins bien que sur le sprint. Voilà. C'est-à-dire que sur le sprint elle avait fait un temps de ski qui était dans le top 10, je crois me rappeler. Là, la différence n'était pas énorme, mais sur une poursuite, quand tu es une chouille moins bien, peut-être un peu de fatigue. Il faut savoir aussi encaisser l'impact médiatique d'une première victoire en Coupe du Monde. Pas toujours simple. Il y a certes la télévision française, vous avez la télévision norvégienne, la télévision allemande qui veut vous voir, donc c'est pas toujours facile à gérer. Et puis, c'est vrai qu'elle est encore jeune, elle a 23 ans, Lou Jean Monod, donc 23 ans ou 25, je ne sais plus. Je vais vérifier ça tout de suite. Allez, 2. C'est 98. Est-ce que j'ai l'info 98. Donc oui, elle a plutôt 25 ans. Lou Jean Monod, mais elle a fait une très très belle course. Et c'est pas simple d'enchaîner sprint, poursuite, et encore plus quand c'est ta première victoire
Sur le sprint, c'est encore moins évident. Et là, elle a été super solide. Enfin, bravo, parce que moi, je me disais, bon, elle va peut-être avoir du mal aujourd'hui, parce qu'encore une fois, l'enchaînement de la poursuite, c'est pas simple. Tu vois, il va peut-être y avoir un petit peu de fatigue. Que Nini, j'ai envie de dire, elle s'en est super bien sortie. Avec un sans faute, tout simplement aujourd'hui, un 20 sur 20, et puis un 12e temps de ski, alors un petit peu moins bien, mais voilà, c'était pas si mal. Surtout qu'il fallait faire face à une énorme Franziska Preuss qui ouais, était très bien sur les skis, hein, tout simplement aujourd'hui. On le voit, c'est juste que sur le dernier tour, Lou, elle en avait peut-être un peu plus gardé que Preuss. Et elle a réussi à sortir les cannes vraiment sur le dernier tour, donc vraiment très très bien. Avec une seule erreur, de toute façon, je crois que c'est la seule du top 10 à faire un sans faute, Lou. Hein. Oui, c'est la seule du top 10 à faire un sans faute. Donc, ce qui montre aussi que, certes, les conditions étaient faciles, parce qu'il y avait, je crois, 2-3 km en avant seulement. Mais le problème, c'est que quand les conditions sont faciles, on a tendance à attaquer énormément le tir et à aller très vite. Et Lou Jean Monod, par exemple, sur le dernier tir, elle a pris son temps. Et pourtant, il y avait Franziska Preuss à côté, donc qui mettait du rythme, Preuss. Mais Lou, elle a décidé de prendre un peu plus son temps. Et comme sur le sprint, où elle avait pris aussi son temps, un moment sur le tir, là, elle a fait l'effort de vraiment mettre les balles au fond, et ça s'est plutôt bien passé. Et puis elle sort du pas de tir avec 4 secondes de retard, elle arrive quand même à gagner la course au sprint en étant un petit peu roublarde, en bloquant, on va dire, Franziska Preuss à la limite sur le bas-côté. On aurait presque dit du Verstappen, ou plutôt du Sergio Perez même, en Formule 1, mais elle a été vraiment assez roublarde pour le faire. Ce qui montre aussi que malgré ses 25 ans, c'est une fille qui est là depuis 2 ans, je crois, hein, 2-3 ans sur le circuit. Elle commence à avoir pas mal d'expérience. Preuss deuxième, donc Voigt troisième, qui confirme, hein, Voigt son bon début de saison. Certes, sur les skis, ça va moins vite que ses adversaires. Par contre, au tir, elle a retrouvé un tir de qualité qu'elle avait un peu perdu, notamment l'année dernière au championnat du monde. Là, elle a retrouvé son tir de qualité et elle a quand même progressé physiquement. Pas autant que Lou Jean Monod, mais elle a un peu progressé quand même physiquement. Bon, la pépite norvégienne Anne Klive, quatrième, avec seulement une faute sur le dernier debout, c'est dommage. Ça lui coûte le podium. Peut-être une chouille moins en jambes, mais il faut aussi enchaîner les courses, ce qui n'est pas toujours simple. Tendrevold, sur les skis, ça reste une chouille compliquée. Elle a du mal à avoir son niveau de ski de l'année dernière. Par contre, au tir, bon, voilà, elle fait 2 fautes. C'est dommageable, là aussi, il y a une faute en trop pour aller chercher les filles de devant. Et puis Anna Heuberg, dommage parce qu'elle a fait une belle course une belle course sur les skis comme Elvira. Là aussi, le dernier du bout lui coûte très cher. Julia Simon, 7ème, qui a fait une course en remontant un petit peu les morts, on va dire. Donc un petit peu une course de derrière. Elle a encore... on n'arrive pas à faire mieux que 18 sur 20. Bon, après, je la trouve quand même plus en jambes que la semaine dernière, où elle nous disait quand même je suis cramasse mentalement, où là j'avais vraiment peur. Elle a l'air d'avoir quand même pas mal retrouvé des couleurs. Donc il faut saluer le travail du staff de cette équipe de France pour lui avoir redonné quand même un petit peu de peps, un petit peu de confiance. Knoten, 3 fautes. Là aussi, on a un peu trop. Vitozzi, ça va pas fort sur les skis, Vitozzi. Hein. Donc ça serait à vérifier. Parce que sur l'individuel, bon, elle était un peu derrière, mais ça allait. Par contre, sprint poursuite, je trouve que vraiment elle a un petit déficit. Et puis Elvira Heuberg, trop de fautes au ski, mais sur les tirs, pardon, mais c'est le cas depuis le début de saison. Belle course de Sophie Chauveau avec 2 fautes qui finit 12e. Belle perf. Elle aussi, hein, elle a montré quand même des bonnes sensations sur les skis. Là je crois qu'elle a fait 7e temps de ski sur la course. Dommage, encore une petite erreur au tir. C'est encore un domaine sur lequel elle doit peaufiner, elle doit travailler. Dorothée Avireur, on parlait de filles sur lesquelles ça allait pas fort au niveau du temps de ski. Dorothée Avireur, hein, par exemple, parce que là, une seule erreur, donc 19 sur 20, elle est quand même à une 54. C'est-à-dire qu'elle est quand même derrière pas mal de filles qui ont fait un peu plus de fautes qu'elle. Elle est quand même à 30 secondes de Vitozzi. Vitozzi qui est déjà pas super sur les skis. Donc pour Vireur, c'est vraiment pas top. Et par exemple, Justine Brezaz est pas loin d'elle. Alors que Justine Brezaz déjà partait loin et qu'en plus elle a fait 3 erreurs. C'est dommage son coucher, Justine, parce que le debout est très bon. Donc le debout, maintenant c'est en place et c'est vraiment bien parce que
Elle avait eu quelques soucis. Par contre, le coucher, c'est dommageable. Et c'est dommageable aussi du côté de Justine Brezaz, parce que quand on voit son première course de l'année sur le relais mixte, où elle fait sans faute, où elle est performante, où elle court aussi bien que Lou Jean Monod, elle n'a pas réussi à convertir ça sur la semaine en individuel. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu tristoun. Lynn Person, 16e. Puis après, on remonte. Marketa et Davidova. Célina Grossian qui s'est tiré une balle dans le pied en faisant 3 erreurs sur le premier tir. Voilà, seulement 6 sur 10 sur le coucher. Ça, c'est sûr que c'est compliqué. Mais encore une fois, elle est très très jeune. Célina Grossian, donc c'est une fille qui va vraiment progresser, qui va prendre pas mal d'expérience dans le futur et surtout réussir quand même à être 21e avec 3 fautes à cet âge-là en Coupe du Monde. C'est très très bien. Lisa Teresa Hauser, qui n'arrive pas à retrouver son niveau au tir. Encore une fois, 3 erreurs. C'est pas habituel chez Lisa Teresa Hauser de faire autant de fautes. On continue avec les Françaises qui sont un petit peu derrière. Alors, il y en a 2 qui n'avaient pas pris le départ. C'était Chloé Chevalier et Gilonne Guigona. C'est dommage pour Gilonne parce qu'elle aurait pu prendre beaucoup d'expérience en faisant un top 10, en partant dans le top 10, donc ça aurait pu être très intéressant pour elle. Chloé, elle était 12e. Encore une fois, un petit peu malade, Chloé. Donc, c'est pas un premier week-end facile du côté d'Östersund. On a préféré la garder un petit peu au chaud pour la suite de la saison. C'est que les premières courses de l'année. Lotedi 42e, Orenthaler 45. Là aussi, au niveau des skis, ça ne va pas suffisamment vite. Et donc, la non-participation de Gilonne. Et Chloé Chevalier, Anna Kebinger également. On a Amy Bazerga. Voilà, il y a un petit virus qui traîne du côté du peloton du biathlon féminin, du côté des temps de ski. Eh bien, c'est Land Pitch qui a le meilleur temps de ski. Devant Elvira Heuberg, Justine Brezaz est 3e, Vanessa Voigt 4e. Mais déjà à 20 secondes, Voigt, mais c'est pas mal. Devant Preuss, donc là on voit que les Allemandes font des très bons temps de ski. Sophie Chauveau 7e. Donc elle colle quand même 15 secondes à Julia Simon sur son temps de ski. Donc là je vous dis, c'est vraiment très très bien de la part de Sophie. Julia Simon 9e temps de ski à côté d'Anna Heuberg. Donc c'est pas mal pour Julia. Et puis Lou Jean Monod 12e temps de ski. Donc on voit que le sans faute l'a vraiment aidé aussi. Mais elle est devant une fille comme Knoten en temps de ski, devant Heikki Gross, devant Vitodi par exemple qui est seulement 18e temps de ski, Vireur 22e temps de ski. On en parlait de ces filles-là qui ont du mal sur leur temps de ski en ce début de saison. On poursuit du côté du biathlon avec le 12 km 500. C'était la dernière course de cette semaine du côté d'Östersund. On voulait savoir qu'allait faire Johannes Bö. On voulait savoir si Fabien Claude pouvait tenir un très bon résultat. Pourquoi pas un podium du côté de Fabien Claude. Qu'allaient faire les Français qui avaient été peut-être un petit peu en difficulté du côté du sprint où on avait eu quelques petites erreurs. Eh bien, c'est un Suédois qui s'est imposé, celui qui avait le meilleur temps du côté du sprint, c'est Sébastien Samuelsson. Bon, que dire, il fait seulement un 17 sur 20 au tir, mais alors derrière, au niveau du temps de ski, il est au-dessus pour le moment, ce début de saison. Parce que Navrat fait pourtant qu'un 18 sur 20 et il part 30 secondes devant Navrat parce qu'il fait quand même jusqu'au dernier tir, il est tout seul, il est seul au monde Navrat, très scolaire, très appliqué, c'est pas mal. Mais derrière Samuelsson, il était remonté comme un coucou, enfin il a fait une course sur les skis. Vraiment impressionnant. De toute façon, gagner une poursuite quand tu fais seulement 17 sur 20, c'est qu'il faut être solide dans sa tête et solide sur les skis. Donc deuxième Philippe Navrat. 2 erreurs, c'est dommage. Sur son deuxième debout, parce qu'elle n'a pas la balle, un petit mouvement d'épaule quand même, j'ai l'impression. Donc ça, c'est un petit peu dommageable. Christiansen, troisième. Une erreur seulement pour Christiansen, donc un bon 19 sur 20. On voit que sur le temps de ski, par contre, c'est compliqué du côté de Christiansen. Tarjei-Bø, 19 sur 20. Sur les skis, ça allait pas mal. Par contre, encore une fois, ce temps de tir, j'ai pas vérifié sur le data center. On va regarder tout de suite ça. Le temps le range time du côté de Johannes. Je le redescends. Il faut descendre loin, j'ai l'impression. Pour Tarjei, pardon. Tarjei, 28 secondes de perdu. Sur le meilleur qui est Émilien Jacquelin. Donc sur un Samuelsson, par exemple,
il perd 30 secondes sur Samuelsson, que sur la phase de tir. Et de rentrer sur le pas de tir. Donc ça fait quand même beaucoup. Et derrière, c'est sûr que c'est difficile de s'en sortir. Quand tu perds autant de temps au tir, ça fait comme s'il avait fait un tour de pénalité en plus que Samuelsson. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait fait un 18 sur 20 et pas 19 sur 20. Donc ça pose problème. André Stronsheim, 18 sur 20, mais qui finit pas très loin de Tarjei-Bø. On voit encore ces petits jeunes qui poussent du côté de l'équipe de Norvège, que ça soit chez les filles avec Anne Clive, que ça soit chez les garçons également. Et puis Martin Ponsiluoma 6ème. Donc avec Sorum. C'est dommage Sorum, le premier debout, parce qu'il passe complètement à côté de son premier debout. J'ai l'impression qu'il a voulu tirer très très vite. Et voilà, il s'est un petit peu emballé par rapport. Il s'est peut-être un peu trop concentré sur ce que faisaient ses adversaires. Donc ça, c'est un truc à corriger. Johannes Dalle, 3 fautes également, 8ème. Et puis Quentin Fillon-Maillet, il partait loin, un 19 sur 20. Donc c'est vraiment bien sur le temps, le temps de tir. Au niveau des skis, ça allait vraiment pas mal du côté de Quentin. Dommage cette erreur, encore une fois, sur le coucher. Il a du mal sur le coucher. Il n'arrive pas à faire un sans faute. Mais sinon, sur le reste, c'était pas mal. Johannes Kuhn, lui, est 10ème. Et puis si on remonte ce classement, Fabien Claude, 13ème. Il a fait un 15 sur 15. Mais on sentait que sur les skis, c'était dur. Et c'était de plus en plus dur. Sur le dernier tir, il a explosé. Et c'est dommageable là aussi. Parce qu'avec un 20 sur 20 ou même un 19... il pouvait peut-être se placer au niveau de Quentin, donc faire un top 10. Bon, là, il échoue à pas grand-chose du top 10. Il finit quand même devant Didier Bonas et Johannes Bø. Alors, Johannes Bø sur les skis, ça allait pas mal. Par contre, sur le tir, ça a été compliqué. Et c'est là où on voit qu'il n'est pas totalement dans son assiette, Johannes Bø. Alors, moi, j'ai une théorie comme quoi il serait peu entraîné pour préparer 2026, mais il est quand même pas dans son assiette habituel. Et ça se voit vraiment en termes de niveau de performance. Alors, l'année dernière, il a été tellement bon aussi que c'est vrai que pour repartir à l'entraînement, parfois, pour conserver la motivation du côté de l'entraînement, ça peut être difficile. Encore une fois, des Allemands qui sont dans le top 20 avec Zobel et Strelos, ce qui fait qu'on a 3 Allemands dans le top 20. 4 même avec Benedikt Doll, qui pourtant fait 4 erreurs. Benedikt Doll, il fait 4 erreurs, mais il finit qu'à une 54. 4 erreurs, donc à 20 secondes, 15-20 secondes, on va dire, du tour. 30-45, on a une 10 de perdu au moins. Donc c'est vraiment bien ce qu'a fait Benedikt. Antonin Guigona, qui ne s'est pas fait engueuler cette fois-ci. Pardon, Pierrot Toto. Par l'IBU, finit 20ème, donc ça va lui faire du bien. Antonin, sur une épreuve à 4 tirs. Eric Perrault, 3 fautes, c'est dommage, il y a une erreur de trop. Par contre, Eric Perrault fait partie des gens qui ont bien progressé sur le temps de ski. Il est pas mal vraiment sur ses temps de ski, Eric, depuis le début de saison, mais il n'arrive pas à concrétiser avec le tir et donc à faire des gros résultats. Il vient Jacqueline, 5 erreurs, c'est trop. Alors en même temps, il a tiré à l'attaque, parce que c'est lui qui a le meilleur temps au niveau du temps de shoot. Mais par contre, là, il y a trop de déchets, donc il faudra peut-être se calmer un petit peu sur le temps de tir et essayer quand même de les mettre au fond, parce que là, un 15 sur 20, alors peut-être qu'à l'école, c'était considéré comme bien, mais pas au biathlon, c'est pas top. Et puis ce tir-là, 17 sur 20, mais 2,58. Il est pas, là aussi, en termes de temps de ski, c'est pas bon ce tir-là, donc c'est difficile pour le moment. Et puis Thierry Langer, 2 fautes dans le top 30 encore. Leitner, 27ème, c'est dommage son temps de ski. Puis si on redescend un petit peu dans le classement, Florent Claude, notre ami belge, est 35e, le frère de Fabien. Et puis je crois qu'on a fait le tour du côté de ce classement. On passe au niveau des temps de ski rapidement sur cette épreuve. C'est Johannes Bø qui a fait le meilleur temps de ski devant Samuelsson, 2 secondes 8. On retrouve ensuite Dalle à 10 secondes, Christensen à 15 secondes, Kuhn à 5 secondes, Kuhn à 20 secondes. Voilà, donc ça c'est le top 5. Le premier français, c'est Quentin Fillon-Maillet qui est 12e temps de ski à 37 secondes 6. Eric Perrault est à 41 secondes, Émilien Jacquelin à 46 secondes, Fabien Claude à 58 secondes, Antonin Guigona à la minute, mais il finit quand même devant Tarjei-Bø. Ouais, comme quoi Tarjei-Bø, il y avait le tir aujourd'hui, mais il n'y avait pas que le tir. Après, il s'est tellement spécialisé dans le sprint, Tarjei-Bø, que c'est vrai que sur les autres disciplines, il a maintenant un petit peu plus de mal. On regarde tout de suite le classement.
Le classement général en termes de points de cette Coupe du Monde pour le moment, c'est Franziska Preuss qui est en tête, mais avec seulement 3 points d'avance sur Lou Jean Monod. Vanessa Voigt est juste derrière, avec Knoten, Vitozzi, qui a déjà quasiment 50 points de retard, Anne Clive qui porte le dossard bleu, devant Tendrevol, Johansson, Anna Heuberg et Lena Eiki-Gross. Du côté des autres concurrentes françaises, on voit que Julia Simon a un début de saison un petit peu trop timide, 14e seulement, juste derrière Dorothée Avireur. Elvira Heuberg, là aussi, seulement 16e, devant Justine Brezaz et Sophie Chauveau. Et puis si on redescend un petit peu, Gilon Guigona, elle, est 30e, Chloé Chevalier est 33e du côté de ce classement individuel du côté de l'IBU. Du côté des garçons, le dossard jaune en Allemagne, ça sera pour Philippe Navrat, mais qui n'a qu'un petit point d'avance sur Sébastien Samuelsson. Tariebeu est en embuscade avec 140 points. On retrouve ensuite Justus Strelo et Stromsheim. Christiansen est 6e avec 120 points. Sorum et Johannes Beu seulement 8e. Donc première manche du côté d'Östersund qui a été compliquée, avec Johannes Dalu qui est également dans le top 10. Et surtout, c'est pas le premier norvégien. Il est seulement 5e norvégien. Fabien Claude, lui, est premier français avec la 12e place, juste derrière Roman Ries qui avait très bien démarré. Ensuite, il a eu un petit peu plus de mal. Giacomel, dossard bleu, est 13e, devant Johannes Kuhn et Bénédicte Doll, les autres Allemands. Sur la Lagride, seulement 18e. Voilà, des temps de ski qui ne sont pas à la hauteur. Quant à Fillon-Maillet, 22, juste devant Éric Perrault, Emilien Jacquelin, 25e, Antonin Guigona, 27e, et Emilien Claude est 32e pour le moment avec 31 points, mais la saison est encore longue. Nous, on se retrouve vendredi. On va essayer de faire le débrief des 2 sprints, sinon ça sera samedi du côté de Orfilson. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires et à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao.